c'est un peu partout qu'il y a eu lieu, que des crimes ont eu lieu. Malheureusement, ces dernières années aussi, on l'a vu, je pense à 2015 notamment. Donc presque à chaque endroit, on pourrait en parler, mais pourquoi peut-être plus là qu'à un autre endroit? Parce que c'est l'un des plus vieux quartiers de Paris. Déjà, dès le XIIe siècle, c'était partie intégrante à la ville. Et Paris était beaucoup plus petit que maintenant. On était beaucoup plus entassés les uns sur les autres. Il y avait beaucoup de rues étroites, d'impasses qui faisaient penser à des coupes-gorge. Et aussi avec les cours des miracles. Donc toutes ces choses, on n'en excusait pas parce que rien n'excuse le crime, mais néanmoins engendrer, favoriser le crime. Et donc c'est ainsi qu'effectivement pendant 2 siècles, avec la configuration de Paris, le crime était très présent. Ça a commencé un peu à changer dans le quartier au XVIIe siècle, où on commençait à avoir de l'éclairage. Alors il n'y avait pas encore l'électricité, mais on commençait à mettre des bougies quand même sur des sortes de lampadaires de l'époque qui faisaient que du coup on pouvait avoir plus de lumière et les bandits réfléchissaient davantage à 2 fois avant de commettre un crime. Et puis ça s'est davantage développé quand il y a eu l'électricité, mais avant ça aussi, sans parler de la lumière, ce qui a fait que l'insécurité avait baissé dans le quartier, c'est les grands boulevards qui ont été créés au milieu du XIXe siècle avec Napoléon III et Haussmann. Et dans ce quartier-là, effectivement, on a détruit pas mal de petites rues au profit de rues plus larges, et donc le crime était moins fréquent. Après, dire que l'insécurité avait baissé à ce moment-là, c'est pas si évident que ça. Certains disent qu'elle s'était déplacée, que c'était plus le cœur de Paris qui était l'endroit le plus dangereux, que c'était davantage vers la périphérie. Et dans ce quartier, effectivement, pendant des siècles, avant ces changements, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis ici, et des lieux d'exécution également qui étaient très nombreux. Pour commencer, on va parler d'un crime en rapport indirectement avec cette église, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors cette église Saint-Germain-l'Auxerrois est associée à un crime particulièrement horrible, c'est les massacres de la Saint-Barthélemy du 24 août 1572, au moment où c'était les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. En 1572 a eu lieu le mariage entre la reine Margot et le roi Henri IV. À l'époque, ils n'étaient pas encore roi et reine. Ils étaient appelés sous le nom de Henri Navarre et Marguerite de Valois, mais après plus connus sous Henri IV et la reine Margot. Cette union entre Henri IV à l'époque protestant et la reine Margot était censée apaiser les tensions entre catholiques et protestants, cette guerre qui avait commencé 10 ans auparavant. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Au contraire, ça avait même aggravé la situation. Beaucoup de protestants étaient venus à Paris, qui venaient des 4 coins de France ou même de pays étrangers pour assister au mariage entre la reine Margot et le roi Henri IV. Et leur chef, l'amiral Gaspard de Coligny, a été assassiné. Et à ce moment-là, beaucoup ont fait pression sur le roi Charles IX pour qu'il dise qu'il fallait tuer tous les protestants qui se trouvaient dans la ville. Beaucoup avaient peur de vengeance de la part des protestants de par le fait que leur chef, l'amiral Gaspard de Coligny, a été assassiné. Et donc, sous la pression, le roi Charles IX dit qu'il fallait tuer tous les protestants de la ville. Pourquoi cette église est associée indirectement au massacre de la Saint-Barthélemy? Parce que le curé qui se trouvait dans cette église a fait un signe à la reine-mère, la mère du roi Charles IX, Catherine de Médicis, et c'était le coup d'envoi pour les massacres. Alors certains sont revenus un peu là-dessus. Maintenant, tous les historiens ne sont pas vraiment d'accord. Les cloches qui ont été sonnées dans l'église, certains historiens ont dit que ça annonçait la Saint-Barthélemy, d'autres historiens disent qu'au contraire, en ayant sonné les cloches, ça aurait averti certains protestants, et certains protestants, comme ça, ont pu fuir à ce massacre qui était quand même
d'ampleur, puisqu'il y a eu entre 2000 et 3000 protestants lynchés, défenestrés, jetés dans la Seine. Mais tous les historiens, en revanche, sont d'accord pour dire que ce n'est pas anodin que ce se soit passé à ce moment-là. Ça s'est passé justement peu de temps après le mariage entre la reine Margot et le roi Henri IV, avec énormément de protestants qui étaient venus à Paris à ce moment-là. Mais voilà, le rôle de l'Église, finalement, c'est pas si évident que ça. Alors, ce massacre, voilà, c'est un massacre vraiment d'ampleur. Les autres dont on va parler ne sont pas d'aussi grande ampleur, même si vous allez voir, on va quand même parler de crimes en série. Et aussi, on va parler de lieux d'exécution. Alors, les lieux d'exécution, certains peuvent se dire, c'est la justice, est-ce que c'est le crime vraiment? Mais quand on voit comment les décisions étaient prises, quand on voit la barbarie de ces exécutions, on pourrait les associer de rien au crime, malgré tout. Donc c'est pour ça qu'on peut en parler aussi durant la visite, c'est ce qu'on va faire. La rue Quincampoix, c'est l'histoire d'un banquier. John Law, homme d'affaires écossais, arrive en France en 1714. Il devient vite le chouchou du régent, le duc d'Orléans, qui dirige le pays car Louis XV est encore un enfant. Les finances du royaume sont dans un état désastreux suite aux guerres ruineuses de Louis XIV. Alors, Law propose la création d'une banque privée qui prend le nom de Banque Générale et qui aura ses bureaux rue Quincampoix. La banque est un énorme succès et elle émet des billets convertibles en or. Afin de gagner plus, Law crée la Compagnie d'Occident pour les colonies françaises d'Amérique et du Sénégal, rapidement surnommée Compagnie du Mississippi. Son capital s'élève à 100 millions de livres, répartis en 200 000 actions payables en papier-monnaie, comportant 4% de dividendes. C'est un succès et cette opération permet d'éponger 60 millions de livres de dette publique. La Banque Générale devient Banque Royale, fin 1718. Les billets sont désormais garantis par le roi. Tant et si bien que John Law a la mainmise sur l'ensemble du commerce extérieur et du système fiscal de la France. La dette de l'État étant remboursée par les actions de la compagnie. Mais Law, grisé par son succès, va plus loin. Il prête 1,2 milliard de livres à l'État, au taux de 3%, laissant la spéculation naître et se développer. Mais la situation s'emballe. Et Law se voit dans l'obligation d'interdire la possession de plus de 500 livres d'or par foyer. Mais rien n'y fait. Chacun cherche à échanger son papier contre de la monnaie métallique. Les grands du royaume, le prince de Conti ou le duc de Bourbon, viennent en personne retirer de l'or rue Quincampoix, ce qui entraîne des émeutes. Le cours des actions chute sans que Law parvienne à le contrôler. Et le 17 juillet 1720, 17 morts sont ramassés suite aux émeutes devant la banque. Mais aussi dans cette rue-là qu'un crime a été commis, et pas par n'importe qui, entre guillemets, parce que c'était le neveu du régent Philippe d'Orléans. Le régent qui était la transition entre Louis XIV et Louis XV. Louis XV, il était trop jeune pour régner quand Louis XIV est décédé en 1715, il avait seulement 5 ans, et donc pendant quelques années, il a eu la régence avec Philippe d'Orléans. Et son neveu venait ici, alors maintenant il en reste rien, c'est cet immeuble qui est très moderne, qui n'a pas forcément grand intérêt, mais c'est à cet emplacement-là qu'il y avait un cabaret qui s'appelait l'Épée de Bois. Et au XVIIIe siècle, siècle de libertinage, c'était un lieu d'échange, une sorte de lieu d'échangisme à cette époque-là. Il y avait beaucoup de financiers qui travaillaient, qui habitaient dans cette rue-là, qui y venaient, et il avait justement assassiné un financier en prenant l'alias comme ça de billets qu'il pouvait détenir. Pourtant, il n'était pas
dans le besoin a priori, mais il dépensait n'importe comment son argent et il lui en fallait toujours plus. Et beaucoup de personnes étaient agacées quand ils ont appris que le neveu du régent avait assassiné quelqu'un ici, parce que beaucoup de personnes, notamment le peuple, disaient que comme c'était quelqu'un de la noblesse et qu'en plus c'était le neveu du régent, de la famille du régent, il n'allait même pas être jugé, il n'allait même pas y avoir de procès. Et le régent dira que quand il avait du mauvais sang, il se le faisait tirer. Effectivement, il y a eu un procès et à la suite du procès, il a été décidé que le verdict, c'était la peine de mort avec les exécutions, mais pas les décapitations à la hache, avec les appareils de torture, comme si le neveu venait du peuple. Et cette histoire montre un côté terrible, dans un sens, quand on regarde, on n'analyse pas forcément, on regarde comme ça vite fait, on se dit que c'est bien qu'il n'y ait pas de traitement de faveur, mais quand on réfléchit plus en détail, on se dit mais pourquoi qu'il n'y a pas un traitement de faveur dans ce sens-là et inversement plutôt dans l'autre sens, qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient moins à subir les appareils de torture que l'inverse, plus de personnes qui en ont à subir. Et puis ça montre aussi le côté manipulateur du régent, parce qu'il se faisait présenter pour quelqu'un de bien en disant quand j'ai du mauvais sang je me le fais tirer. Mais en fait, c'était pas du tout parce qu'il était sensible au peuple et qu'il était proche du peuple qu'il voulait montrer cela. C'est parce qu'il était jaloux de son neveu qui avait tenté de séduire la même femme que lui et que le neveu avait réussi et pas son oncle. Et donc c'était une manière de se venger. Donc c'était pas d'un point de vue humaniste qu'il a décidé comme ça qu'il allait avoir une exécution proche du peuple, donc soi-disant montrer qu'il est bien, alors qu'en fait voilà, c'était simplement un règlement de compte au sein de la famille. Il vivait une femme étrangère britannique qui était responsable de la mort d'un petit jeune homme. Je ne savais pas vraiment ce qui était advenu de ces jeunes hommes. Il y a eu comme ça des rumeurs hallucinantes, atroces qui se sont succédées. C'est allé jusqu'aux oreilles de Louis XIV qui décide de faire appel à son lieutenant de police qui s'appelait La Reynie. Lieutenant de police est l'équivalent aujourd'hui à peu près du poste du ministère de l'Intérieur, toute proportion gardée. Et La Reynie, lui, a beaucoup travaillé dans le quartier. C'est d'ailleurs lui qui a supprimé 10 des 12 cours des miracles qui existaient depuis 4 siècles dans Paris. Il a fait appel à un de ses policiers qui était le policier Lecoq. Et le policier Lecoq a vu que les victimes c'était des jeunes hommes, et il a demandé à son fils de servir d'appât. Ce jeune homme, à la tombée de la nuit, il est allé au lieu du rendez-vous. Heureusement, entre-temps, il avait prévenu son père. Il y a une armoire, il ouvre l'armoire, et sur des plateaux en argent, il y avait 26 têtes embaumées. Les têtes étaient coupées, les corps étaient vendus à des étudiants en médecine. Et donc, comme c'était les assassins, ils ont été condamnés à mort avec les appareils de torture de l'arme.